Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille le docteur Valérie Thomas, docteur urgentiste et santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin, s'est tenu le colloque sur les violences intrafamiliales. Vous y étiez. Absolument. Beaucoup de choses ont été dites. Des comportements ont été également annoncés. On verra tout cela tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 2 juin. La grève à la Colas continue, mais les négociations ont débuté cet après-midi à la Diecte. Du côté des salariés, ce mouvement semble, cela dit, sonner comme une délivrance, tant l'abcès est profond et ancien. Explication dans notre journal. Les violences intrafamiliales touchent des dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Pour lutter contre ce fléau, un colloque était organisé ce jour au sein du conseil départemental, entre dépistage, prise en charge et prévention. Reportage dans notre édition. Face au manque d'offres de sorties culturelles, le cinéma Alpajoé de Mamoudzou fait figure de vendeur de rêves. À l'affiche ce mois, The Avengers, Fast and Furious 7 ou encore Clochette et la créature légendaire. Il y en a pour tous les goûts. Deuxième jour de grève à la Colas. Aujourd'hui, les chantiers ont été de nouveau bloqués et les salariés refusent de reprendre le travail. Grévistes et direction avouaient hier ne pas réussir à entrer en contact. C'est donc une nouvelle fois la Diecte qui a pris les choses en main. À 14 h, salariés et direction ont pu entamer des négociations dans un climat toujours tendu. Reportage à Bassalidi et Pierre Bellucci. C'est à se demander comment cette grève n'a pas éclaté avant. Les salariés semblent déterminés et en colère face à leur direction et au groupe Colas. Pour beaucoup, le manque de considération et les salaires trop bas ne datent pas d'aujourd'hui. Mais maintenant, ils sont déterminés à ce que les choses bougent. Rango 83. Rango suku ETPC andisa suku ETPC. Yabulo wamina kanye de raibua. Atau paralelo toujours musahara yangu ngavale. 1230 za para rango kateta leo za para mshahara yotaona tsatiti wala nyuma wajan para mshahara tupera sawa sawa. Le malaise est profond et les négociations annuelles obligatoires qui n'ont rien donné ont fait office de goutte d'eau qui fait déborder le vase. La colère de certains ouvriers semble avoir sommeillé pendant de longs mois. Elle n'en est donc que décuplée. J'ai pas le choix, ça veut dire l'alcool. J'ai pas le choix. Obligé de me la piquer. Maintenant, ne casse pas la piquer. Sinon, on a sita. Obligé. On a un appareil sur la wale. Moi, je suis libre 900 €. On met sporantine. C'est pas ta chute. T'as marqué au prochain jour la midi. C'est pas. Pas comme tu as nié. Moi, je dis la vérité. Comme Sodaya. Pas comme tu as nié. Cette grève fait écho aux différents mouvements de ces dernières semaines et plus encore à la départementalisation. Les salariés mahorais souhaitent l'égalité et lorsque l'on connaît les avancées qu'ont obtenues les salariés de la BFC, de la société SFR ou encore de la SMAE, on se dit que ceux de la Colas ont compris qu'ils devaient se faire entendre, quel qu'en soit le prix. Et les négociations n'ont pas abouti, elles ont pris fin vers 17 h, elles reprendront demain dès 9 h. La grève est donc reconduite. Ce matin, dans l'hémicycle Yunusa Bamana se tenait le colloque sur les violences intrafamiliales. À Mayotte, de nombreuses femmes en souffrent, mais très peu encore osent en parler. Alors, durant toute la journée, au travers de débats et de séances de questions-réponses, le public a pu se rendre compte des difficultés rencontrées par les victimes et de la complexité de leur prise en charge. Un colloque organisé par de nombreux partenaires, tels que le conseil départemental, la préfecture de Mayotte, le centre hospitalier de Mayotte, l'agence régionale de santé ou encore Gynécologie sans frontières. Les images sont signées Sakila Youssouf et Fred Soulaïmana. Comment y mettre fin, comment les prévenir et les détecter ou encore quelles en sont les conséquences? Voilà quelques-unes des questions qui ont été posées ce matin dans l'hémicycle Yunusa Bamana lors du colloque sur les violences intrafamiliales. Un phénomène encore tabou mais qui fait pourtant partie du quotidien d'un grand nombre de femmes à Mayotte. En effet, les premiers résultats de l'enquête de repérage menée sur le territoire montrent que les chiffres sont bien plus importants qu'on ne l'imagine. Certains chiffres sont même très inquiétants comme nous l'indique le docteur Valérie Thomas.
Parmi la population interrogée de 1133 personnes, 42% ont déclaré avoir été victimes d'au moins un type de violence. Ces chiffres sont plus importants que les chiffres de métropole. On s'est déjà rendu compte que cette violence survenait très tôt dans la vie, avec des jeunes filles qui de 16 à 18 ans ont déclaré 11,5% d'avoir été victimes de violences sexuelles. D'autre part, on s'est rendu compte que les femmes qui étaient en situation de grande vulnérabilité, c'est-à-dire qui ne parlaient pas français, qui n'avaient pas la sécurité sociale et qui n'avaient pas d'emploi, avaient tendance à moins déclarer, parfois 3 fois moins, à déclarer 3 fois moins les situations de violence, au contraire de femmes plus en situation d'autonomie. Des violences intrafamiliales qui touchent certaines femmes plus que d'autres, mais qui souvent ont pour point commun d'être vécues dans la solitude, les victimes se murant la plupart du temps dans le silence. En effet, à Mayotte, dénoncer les autres est très mal vu, alors dénoncer les membres de sa propre famille, c'est tout simplement risquer de se mettre à dos le reste de la communauté. Et même si les avis divergent, ce déni serait selon certains directement lié à des préceptes religieux. Toujours est-il, l'enquête a permis de révéler une batterie de données qui permettront aux autorités et autres structures luttant contre ces violences intrafamiliales d'assurer une meilleure prise en charge des victimes. Ainsi, outre les caractéristiques sociales des personnes violentées, l'enquête fait également apparaître d'autres aspects. Au niveau de Mayotte, c'est un regard un peu de toute la population comorienne aussi qui est au sein de cette étude par cette mixité qui existe à Mayotte. Nous, un des critères pendant les questionnaires, pendant cette enquête de dépistage, c'était justement de justifier une origine géographique pour essayer de voir justement si il y avait des différences entre les femmes comoriennes, les femmes maoraises, les femmes des autres îles. Ce premier colloque sur les violences intrafamiliales aura donc été l'occasion de mettre des chiffres et des mots sur ces violences que certaines femmes du 101e département vivent encore dans l'ombre, mais bien souvent au su de tous. Une manifestation de bonne volonté qui ne pourra, semble-t-il, porter ses fruits que si les mentalités consentent à évoluer. Je me tourne vers vous, docteur Valérie Thomas, docteur urgentiste et de santé publique. On a vu dans ce reportage des chiffres à Mayotte sont inquiétants concernant les violences intrafamiliales. Oui, les chiffres en matière de violence sont inquiétants partout, en vrai. À Mayotte, ils ont la particularité, d'une part, ce sont les premiers chiffres qu'on a de fréquences déclarées d'avoir été exposées à des violences, ils sont plus élevés qu'en métropole. Donc effectivement, un chiffre de violence globale qui dit que 42% des personnes qui ont été interrogées ont déclaré avoir été victimes d'au moins un type de violence, 36% de violences verbales, donc des injures, qui sont toujours un mode d'entrée vers le pire. Et le pire, c'est 19% de violences physiques et 12,6% de violences sexuelles. Alors, on sait que généralement, ce genre de violence, on ne les dénonce pas. Ça n'a pas été difficile d'établir justement, d'avoir ces chiffres. Comment ça s'est passé? Mais en fait, les femmes, si on leur demande, elles répondent. On avait assez rapidement, parce que c'est une enquête qui a été menée dans 29 sites de soins non programmés, donc dans les PMI, les dispensaires, les hôpitaux de référence, on a discuté avec les médecins, les sages-femmes, les infirmières, et on les a formés à poser ces questions. Mais la réalité, c'est aujourd'hui les recommandations de l'OMS et c'est aussi les recommandations nationales. Dans un cadre de consultation, il faut apprendre à poser ces questions et les poser directement. Et elles ont répondu puisqu'on a collecté 1133 questionnaires. Alors, des victimes de plus en plus jeunes, on a vu des victimes âgées de 16 à 18 ans. Dans le cercle familial, quels sont les types de violences que subissent justement ces filles et comment les familles réagissent? Est-ce que c'est une fois que la violence a été détectée et dénoncée, ces filles ne sont pas rejetées comme on le sait souvent à Mayotte? Alors d'une part, sur la question des violences qui surviennent précocement dans la vie, ça, encore une fois, c'est le cas dans le monde entier, comme le montre un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2013, qui a compilé toutes les recherches faites sur les violences faites aux femmes, qui montrent ça. Malheureusement, la violence, ça arrive tôt dans la vie. Pour la deuxième partie, c'est, je dirais, en ce qui nous concerne encore à l'étude, Olivier Dupré, dont c'est le sujet de thèse de médecine que j'ai le plaisir de diriger, travaille l'enquête qualitative où on pourra justement en savoir mieux sur le déroulé et notamment en intrafamilial de la dénonciation. Mais le silence, c'est une règle, puisque c'est une règle qui est imposée par l'agresseur, quel qu'il soit. C'est-à-dire, après avoir choisi sa victime, avoir mis en place tout un dispositif pour que le crime se produise, à l'issue, son objectif, c'est de jamais se faire prendre. Donc le silence, il est organisé, et c'est vrai qu'il peut être organisé en intrafamilial, mais Mayotte n'est pas une exception, ça existe dans le monde entier.
Alors, des femmes également qui sont en situation sociale assez précaire, aujourd'hui, comment faire pour aller au-devant de ces femmes-là, pour les convaincre en fait de parler ? Donc ça, c'est la grosse, pour nous, même si en tant que médecin urgentiste à Mamoudzou, on a tous le sentiment qu'on soit des femmes, des jeunes femmes en situation de grande précarité. Là, les chiffres sont très préoccupants. C'est 76% sans emploi, c'est 50% sans sécurité sociale, 50% qui ne peuvent pas répondre en français à l'interrogatoire. Elles sont très loin notamment de nous qui venons souvent de métropole. Donc là, je crois que aujourd'hui, ce qui était très encourageant, c'est que tout le monde était autour de la table, c'était vraiment multidisciplinaire et c'était très engagé, et c'était un vrai effort collectif. La seule chose qui peut marcher, c'est leur parler déjà dans leur langue, avec des outils qu'elles peuvent comprendre. L'écrit paraît difficile, c'est-à-dire c'est intéressant d'avoir bien sûr, il y a des outils formidables qui ont été mis en place par la délégation régionale aux droits des femmes, mais je crois que pour vraiment les toucher dans la conscience, il paraît essentiel aujourd'hui de trouver un moyen de leur parler de façon à être entendus. Et le maoré, c'est la langue qui est souvent utilisée pour faire parler ces femmes-là. Donc vous avez fait appel à des traductrices, notamment. Le questionnaire, excusez-moi, il a été traduit en shimaoré et passé en shimaoré et compris et entendu. Vu que pour 50% des cas, elles ont bénéficié d'une interprète ou d'un interprète, et donc elles étaient traduites au préalable, grâce à l'association Chimay, en shimaoré. Alors, crier sa souffrance sur la place publique pour se libérer. En écho au colloque sur les violences intrafamiliales, une mère de famille victime de violences conjugales témoigne sur la place publique et lance un appel au secours. Depuis 28 ans, elle dit subir les coups de son mari et décide aujourd'hui de parler car elle sent que sa vie est menacée. Elle cherche ainsi à protéger sa fille qui, en s'interposant ce week-end entre lui et son père, s'est fait battre. Les précisions dans ce reportage de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Pour se délivrer du fléau de la violence, cette femme hurle ce qu'elle a subi sur la place publique. Mère de 6 enfants, les coups, elle connaît. 28 ans de mariage et de maltraitance physique la poursuivent. Et ce dimanche, elle avoue que son mari l'a frappée en présence de sa fille, qui, ne pouvant supporter de regarder sans rien faire, s'est interposée. Son père s'en est également pris à elle. La coupe est pleine et la spirale infernale doit cesser. Car même si cette femme explique avoir essayé à maintes reprises de porter plainte, aucune n'est enregistrée au commissariat. Rien. La police. Amba ushitaki tawala kuspara haki. Una manatini. De walio polisi mana rongwa mana poli wanatalera kwa bubwa babu. Wanatawa wahiri. Amana mjebe babangu ajahuna jasir bubwa sumbubwa na mayangu. Leo po mwakia mwahiriwa na mwanamta leo mwono mtu baba jasite mwanene mwambilwa amba unda abubwa wantu. Msondo mvuliki abeka msija mwajada goni mwajamba watu warihira tongotini na mrengeza mje na hatu. Mje mvulikie. Contacté par la rédaction, le mari ne souhaite pas médiatiser sa vie privée et a prévenu qu'il porterait plainte contre Kwesi. Il avoue en retour être lui aussi victime de violences. 2 versions de cette affaire sont actuellement portées par l'entourage de la femme et celui du mari. Mais il est clair que pour l'association d'aide aux victimes et à la condition familiale, après les avoir alertés, la mère de famille se devait d'attendre la convocation du procureur plutôt que de vouloir se faire justice elle-même. Écoutez, j'ai la population qui me dit que moi j'en ai marre, j'ai porté plainte, la police réagit pas, j'en ai marre, il y a des magouilles, etc. Le procureur, sa réponse est simple, c'est qu'on fait remonter. Donc quand vous avez un policier devant vous qui refuse de prendre votre plainte ou qui refuse de vous informer ou qui vous accueille pas comme il le devrait, vous vous dites au policier, ok, comment vous vous appelez? Vous prenez le nom de ce policier, vous écrivez un courrier au procureur en disant ce monsieur un tel, vous le nommez, parce qu'en disant un policier, on ne peut pas savoir qui c'est, ce policier a fait tel acte et il recevra la punition qu'il mérite. On entend parfois les atrocités qui se produisent chez les voisins, mais il est bien souvent difficile d'en témoigner auprès des autorités. Se taire n'est cela dit pas la bonne solution pour éviter les événements tragiques. Ainsi, chaque année, des centaines de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints.
À Mayotte, le poids de la communauté et de la religion pousse de nombreuses personnes à garder le silence de peur d'être rejetées par la société. Pour cette mère de famille, suite à ce témoignage et après avoir averti les services concernés, un rendez-vous avec le procureur doit avoir lieu demain matin afin que cette relation de violence cesse et qu'un nouveau drame soit évité. Alors on l'a vu, c'est un cas classique de silence qui est soutenu par l'entourage. Dans votre cas, docteur Valérie Thomas, est-ce que vous avez reçu ce genre de femme qui avait peur de... Oui, je crois qu'encore une fois, rompre le silence qui est la première étape pour aller mieux, parce que si on dépiste les violences, il faut quand même le dire, c'est que c'est quelque chose qu'on guérit. Les femmes, on peut les réparer avec un accompagnement multidisciplinaire, social, psychologique bien sûr, et en ayant recours à la justice. Et ça se guérit plutôt bien. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même important et qui doit inciter. Les difficultés ici sont vraiment liées à la dénonciation. Probablement, le fait d'être sur une île ne rend pas les choses simples. Et aujourd'hui, on a beaucoup évoqué ça, notamment du côté de la justice, qui disait qu'il n'avait jamais rencontré autant de difficultés à dénoncer. Et notamment une phrase que j'ai retenue qui disait « On ne porte pas plainte contre la famille ». Et si, il va falloir le faire, et en tout cas, il va falloir apprendre à le faire et apprendre à transformer les comportements. Alors, dans ce colloque, on a vu une grande partie de professionnels de la santé, d'intervenants sociaux. C'est eux qu'il faut justement alerter dans un premier temps. C'est eux qui sont plus ou moins garants de la réussite de ce programme. Je crois que les femmes, dans une situation de violence, elles se dirigent vers ce qu'elles peuvent. Et souvent, c'est nous. Parce qu'on est en première ligne, parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Et souvent, c'est nous avec des plaintes qui sont tout sauf la violence. Elles ont mal au ventre. Moi, j'ai le souvenir d'une femme ici qui est venue parce qu'elle avait mal au cœur. Et on creuse un peu l'interrogatoire, il est 4 heures du matin, et au bout d'un moment, je lui pose la question des violences, qui est une question qu'en pratique, moi, je pose systématiquement. Et elle me raconte 15 ans de violences conjugales avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Donc les examens qu'on lui fait quand même sont normaux, et donc à la fin de l'entretien je lui dis donc vous avez mal au cœur effectivement, mais c'est pas le cœur auquel vous pensiez. Et donc elle, on a pu l'engager dans une procédure, un recours à l'ACFAV et un accompagnement par l'équipe de psychiatrie de liaison. Donc le partenariat est fait entre vos services et les autres services Oui, avec évidemment une information sur le fait de porter plainte, mais parfois c'est difficile dans un premier temps de lui transmettre toutes les informations. La première étape, c'est d'identifier déjà qu'elle est en situation de violence, on ouvre la boîte noire, et ensuite l'aider à s'engager dans un processus d'accompagnement qui parfois peut être long, notamment d'un point de vue judiciaire, et un chemin dans lequel elle va rencontrer tous les partenaires. Alors souvent il y a des enfants entre les deux parents, le père et la mère, qui sont souvent les acteurs de ces violences justement, acteurs et victimes. Comment ça se passe, la prise en charge des enfants, c'est particulier? Oui, alors c'est très particulier, moi c'est pas mon domaine d'expertise, et dans l'enquête, parce que c'était compliqué d'un point de vue éthique et d'un point de vue légal d'interroger les enfants, on ne s'est pas engagé là-dedans, on a vraiment interroger les femmes à partir de 16 ans. Pour les enfants, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, en tout cas aujourd'hui, avec au CHM l'ouverture de ce qu'on appelle une salle Mélanie, qui va servir à auditionner les enfants dans le cadre de violences sexuelles. L'intérêt de cette salle, c'est que les entretiens vont pouvoir être filmés, de façon à ce qu'on n'ait pas à redemander 1000 fois à un enfant de re-raconter son expérience traumatisante. Qu'il modifie, exactement. Puis même pour lui, c'est quand même une expérience extrêmement traumatisante, dans un environnement beaucoup plus favorable qu'un commissariat de police ou qu'un service des urgences. Alors, prochaine étape du programme ? Alors pour nous, la prochaine étape du programme, dans la continuité de l'enquête, c'est réfléchir avec les professionnels, que du coup on a vraiment rencontrés, parce que cette enquête, dès qu'on étudie la violence, il y a une action qui se produit derrière, donc il y en a eu, il y a une amélioration de l'accueil aux urgences avec la mise en place d'un kit agression sexuelle, et un certain nombre d'actions et de mise en relation. Nous là, on travaille très collectivement à réfléchir à justement une action de prévention visant une grande audience qui s'adresserait au maximum de femmes pour faire passer les messages clés, probablement de façon répétée, mais j'espère qu'on se reverra pour vous en parler. Avec des référents peut-être dans les différents hôpitaux ? Non seulement des référents dans les différents hôpitaux, mais là on sort de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on investit toutes les associations qui sont dans le domaine de la prévention, de l'éducation pour la santé, toutes les associations qui se sont articulées autour du problème de la violence, et on essaie de réfléchir tous ensemble à comment prévenir, comment informer et comment éduquer.
Merci beaucoup, docteur Valérie Thomas. Je rappelle, vous êtes docteur urgentiste et de santé publique au CHM. Merci. Nous vous en parlions hier. Ce week-end, dans la commune de Mtsangamouji, des échauffourées se sont déroulées entre les communautés. Une partie des villageois expulsés de force les ressortissants étrangers, comoriens, anjouanais et moéliens. Plus d'une quarantaine de personnes ont défilé dans le village accompagnées d'un tambour pour demander aux ressortissants de quitter leur foyer et de retourner à Anjouan. En cause 2 mosquées du vendredi, dont l'une a été détruite il y a plusieurs semaines et qui serait toujours utilisée et reconstruite par des ressortissants anjouanais. Une partie des Mtsangamoujiens a donc décidé d'expulser les étrangers par la force en demandant notamment aux propriétaires des foyers de les faire partir. L'ultimatum fixé à aujourd'hui a finalement été repoussé à dimanche, mais on se demande toujours où vont bien aller ces familles. Nous suivrons cette affaire de près dans les prochains jours. Plus de 300 commerçants sont actuellement menacés de mettre la clé sous la porte et fermer leur commerce. Pour cause, le taux d'octroi de mer augmente chaque année pour atteindre parfois 40% de taxes sur certains produits. Si une loi pourrait permettre dès le 1er juillet prochain de supprimer l'octroi de mer, notamment pour les petits commerçants, il n'en reste pas moins qu'à 2 semaines du Ramadan, de nombreux commerçants ont des difficultés à s'approvisionner. Reportage Akila Youssouf et Pierre Bellucci. Posséder un commerce représente une lourde charge et à Mayotte, beaucoup ferment après seulement quelques mois. Les charges sont souvent lourdes et les fins des mois difficiles. L'octroi de mer empêche un grand nombre de commerçants de pouvoir se procurer la marchandise qu'ils souhaitent. Nous, les commerçants, on ne peut plus supporter. C'est-à-dire le Conseil général et l'État, ils sont en train d'augmenter leurs recettes pour essayer de gagner des bénéfices. En l'occurrence, nous les commerçants, on est en train de galérer et cela induit à une certaine difficulté de notre part et à un certain découragement pour nous les commerçants de Mayotte. Le ras-le-bol grandit depuis plusieurs semaines et à l'approche du Ramadan, les commerçants du marché craignent de ne pas pouvoir se procurer leurs marchandises et si rien ne se passe, ils n'excluent pas de bloquer le port et les conteneurs. Toutes les solutions sont bienvenues, ne serait-ce si c'est de bloquer le conteneur. Moi perso, j'irai et ce qu'on veut, c'est d'essayer d'apporter nos idées et d'éclairer nos élus pour qu'ils puissent voir nos mécontentements et pour qu'ils puissent remédier cette situation, pour qu'on puisse travailler dans les conditions sereines. Des actions radicales qui semblent être les seules issues pour les commerçants du marché. Les semaines avant le Ramadan permettent à nombre d'entre eux d'augmenter leur chiffre d'affaires et de préparer l'événement en toute sérénité. Mais cette année, le manque de marchandises pose problème et personne ne semble pour le moment s'en soucier. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 2 juin et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le SNES-FSU ne lâche pas le combat. Le 14 mai dernier, le syndicat s'était mobilisé pour lutter contre la nouvelle réforme sur les modalités d'envoi des élèves en stage dans les entreprises. En effet, la nouvelle réforme prévoit de diviser les classes pour n'envoyer qu'une partie des élèves. Les professeurs se plaignent contre le fait de devoir refaire les programmes 2 fois et craignent les écarts de niveau et le manque de suivi de ceux en stage. Dans un communiqué, le syndicat accuse Madame le vice-recteur de jouer la division et de tenter de passer en force avec l'appui ici ou là de quelques collègues inconscients ou opportunistes. Le conflit ne fait donc que commencer alors que la réforme devrait être entérinée prochainement. Madame Georges Paul Langevin, la ministre des Outre-mer, s'est fendue d'un communiqué suite à l'adoption par les députés du projet de loi sur l'octroi de mer. Aucune opposition à l'Assemblée n'a eu lieu hier suite à la modification de la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. La ministre se félicite de la reconduction au 1er juillet 2015 de ce régime fiscal spécifique aux départements et régions d'outre-mer qui est, selon elle, à la fois une source de financement des collectivités territoriales et un outil indispensable pour stimuler le développement économique. Le texte sera examiné très prochainement par la commission mixte paritaire en vue de son adoption définitive avant son entrée en vigueur le 1er juillet.
Mardi dernier, la protection judiciaire de la jeunesse était de nouveau en grève, 3 semaines après un premier mouvement. Les agents de la PJJ considèrent que les promesses du ministère de la Justice ne sont pas tenues. Ils pestent notamment contre le manque de titulaires, le non-respect des engagements notamment en termes de rémunération des contractuels ou encore des congés administratifs trop courts. La grève est pour le moment suspendue jusqu'au 8 juin et les agents souhaitent que d'ici là des engagements écrits soient pris. Dans le cas contraire, la grève sera reconduite. Comment occuper ces soirées et ces week-ends? À Mayotte, il y a notre lagon, mais en ce qui concerne les soirées et les sorties culturelles, l'offre est restreinte. Pour tous les cinéphiles, le cinéma Alpaggio représente, cela dit, une bonne idée de sortie. Plusieurs grands films sont actuellement à l'affiche comme Fast and Furious 7, Diversion ou encore The Avengers. De quoi ravir petits et grands, comme nous l'explique Pierre Bellucci. J'ai été conçu pour sauver le monde. Les humains contemplaient le ciel et y voyaient de l'espoir. Tête d'affiche du moment au cinéma Alpaggioé, c'est The Avengers, l'ère du tronc. Le film regroupant plusieurs super-héros de Marvel fait partie des blockbusters de l'année. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires, le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Afin d'empêcher celui-ci d'accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps. Effets spéciaux à couper le souffle garantis, à l'instar de Fast and Furious 7. Le regretté Paul Walker et Vin Diesel sont toujours aussi adroits, volant en main. Dans ce 7e opus, Jason Statham et Michelle Rodriguez viennent enrichir un casting fourni. Le synopsis reste dans la lignée des anciens Fast and Furious. Dominic Toretto et sa famille doivent faire face au terrible Dick Shaw, bien décidé à se venger de la mort de son frère. Tous les amoureux du genre devraient y trouver leur compte. Dominic Toretto, tu me connais pas. Mais ça va pas tarder. On dirait que les fantômes de Londres nous rattrapent. Vous vous souvenez? À l'affiche également Diversion. Will Smith revient sur nos écrans dans un rôle de séducteur qui lui sied comme un gant. Il incarne un arnaqueur professionnel pour qui la relation avec une apprentie criminelle vient perturber les affaires de chacun quand ils se recroisent quelques années après leur première rencontre. Un film à la fois drôle et déjanté, mélangeant thriller, comédie et romance et qui offre une bande-son des plus recherchées. Au programme d'Alpaggioé, retrouvez également Les Gorilles, une comédie rassemblant Joe Star et Manu Payette, ainsi qu'un film d'animation à partager en famille. Clochette et la créature légendaire. C'était qu'une légende. Pour être exact, j'ai dit qu'il n'était pas celui qu'on croit. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole. Était ce matin au micro de Patrick Mian. Retrouvez également l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne soirée à vous sur KTV.